Donc, si la graine, une graine de tournesol, a le potentiel de devenir un plant de tournesol, il y a quelque chose dans la graine qui peut devenir le plant de tournesol. Et ce qu'on voit dans la graine qui va devenir le plant de tournesol, bah, c'est le germe, c'est l'huile, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout ça qui va se transformer, la forme physique. Les molécules vont s'assembler, se transformer, et c'est ça qui va devenir. Il y a une continuité. Il y a une continuité. C'est pas que la graine, il n'y a rien dans la graine qui va devenir le plant de tournesol. Et c'est pas non plus que le tournesol existe dans la graine. Parce que si le tournesol existe, il n'y aurait pas de raison d'avoir une graine. C'est tout le principe de la causalité. L'effet n'existe pas intrinsèquement dans la cause, mais la cause a le potentiel de devenir son effet. Donc on a vu que si on va aller plus en détail, on ne peut pas se contenter de dire oui, ben, vous avez la nature de Bouddha, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ben, c'est un truc qui va devenir un Bouddha. Comment on peut générer une espèce de conviction profonde si on n'arrive pas vraiment à le localiser avec notre conscience pour pouvoir ensuite méditer dessus en se disant waouh, là j'aperçois quelque chose, cette chose-là, là sur lequel je suis focalisé dans ma méditation, c'est ça qui peut devenir un Bouddha. On trouve quelque chose. Donc ce qu'on peut trouver, c'est la lignée de développement qui comprend la collection de forces positives et la collection de sagesse. Et ça se transforme dans le corps impermanent du Bouddha. Impermanent, ça veut dire juste qui change moment par moment. Je préfère dire d'ailleurs non statique qu'impermanent. Parce qu'impermanent, on a l'impression que ça va cesser à un moment. Parce que c'est impermanent. Non, c'est non statique. En fait, chaque moment, ça change. Chaque moment, son entité devient quelque chose qui est son effet. Mais un Bouddha n'est pas fait, et ça c'est très contre-intuitif ou un petit peu étrange, n'est pas fait que de quelque chose d'impermanent en fait. Il y a quelque chose qui est Bouddha, qui n'est pas impermanent. Mais qui est statique, qui ne change pas moment par moment. Et c'est ce que Capucine mentionnait tout à l'heure, et là c'est la deuxième lignée, c'est ce qu'on appelle la lignée qui demeure naturellement. Et cette lignée qui demeure naturellement, c'est la vacuité de la conscience d'un Bouddha. Alors on va l'expliquer. Hein. C'est la vacuité de l'essence de la conscience d'un Bouddha. Et c'est ce qu'on appelle l'essence du Tathagata. Alors, pardon, excusez-moi, je vais être plus précis que ça. L'essence du Tathagata, c'est nous qui la possédons. Le Bouddha n'a pas d'essence de Tathagata parce que l'essence du Tathagata, c'est la vacuité de notre conscience qui est conjointe avec des perturbations mentales, qui est recouverte. C'est cet or dans le sol qui est recouvert de terre, par exemple. C'est la vacuité de notre esprit ensemble avec des empreintes, des souillures. Et donc, cette lignée qui demeure naturellement en nous, c'est ce qui a même de se transformer dans la vacuité de la conscience d'un Bouddha.
Et une fois qu'on a la vacuité de la conscience d'un Bouddha, sa conscience et son corps, on a le package complet de ce que constitue un Bouddha. Un Bouddha, c'est ses corps de forme, Sambhogakaya, Nirmanakaya, et à l'intérieur du Dharmakaya, il y a son omniscience, c'est sa conscience impermanente, et la vacuité de sa conscience qui est permanente, qui ne change pas moment par moment. Et c'est la raison pour laquelle, assez contre-intuitivement, un Bouddha n'est pas impermanent. Un Bouddha est non statique. Il ne change pas moment par moment parce qu'à l'intérieur de ça, il y a la vacuité qui elle-même est non statique, qui ne change pas moment par moment. Et ça, c'est juste pour notre gouverne. Ok. Alors bon, on a ça sur le papier, mais comment on s'inspire de ça maintenant? Comment on fait pour... ouais, parce que là, bon, ok, la vacuité de mon esprit, ok. En quoi ça doit me motiver, ça? Vacuité de mon esprit. Dites-moi, en quoi ça me motive, ça? Vacuité de mon esprit, bon, mon esprit est vide d'existence intrinsèque, peut-être. Génial. Dites-moi en quoi ça peut me motiver, ça, de savoir que j'ai cette essence de Tathagata en moi, cette vacuité de l'esprit. En plus, c'est une absence, alors, une absence d'existence intrinsèque. C'est ça la nature de Bouddha? C'est une absence de quelque chose? Oh là là, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit truc sympa, quoi. Un petit cadeau. On parle de l'or, moi je m'attendais à trouver de l'or, je trouve une absence de quelque chose. Ah bah génial! Ça nourrit pas, ça t'entre dans une pièce, tu t'attendais à voir quelque chose, tu trouves l'absence de quelque chose. Oh génial! Tu ouvres le coffre, tu trouves l'absence d'or à l'intérieur, c'est ça le trésor? Génial! En quoi ça doit nous motiver, ça? En quoi ça recèle d'un trésor? En quoi c'est tellement puissant, ça? Dites-moi. C'est libérateur. Alors, c'est libérateur, pourquoi? Toutes tes souffrances, toutes tes pressions mentales sont de nature vacuité. Toutes tes perturbations mentales sont de la nature de la vacuité, d'accord? Elles n'existent pas en soi. Donc, Elles n'existent pas de manière intrinsèque. Génial. Et en quoi ça me motive, ça? C'est la fin la de première la solution. souffrance. Alors, Magali, oui? C'est la fin de la souffrance, des souffrances. Tu veux être plus... tu veux développer un petit peu? Ben, en fait, on a une absence qui, en fait, vient remplacer une présence qui n'est pas très cool, en fait, puisqu'on fait que souffrir et être pris dans nos perturbations mentales. Et donc, c'est se dire qu'à un moment, on pourra arriver à quelque chose qui, enfin, voilà, qui révèle la nature de notre esprit. Et donc, cette absence, elle est libératrice, comme dit Julien. Voilà. Parce qu'on n'a plus les souffrances et les perturbations mentales. On n'a Et plus... qu'on a une compréhension de la nature des choses. Ok, on a une appréhension de la nature des choses et ça soulage, ça? Ouais. Ouais, ok. Non, mais je me fais l'avocat du diable, hein. Ok. Quelqu'un d'autre? Capucine? Je trouve que c'est moins, enfin, comment dire, ça met moins l'accent sur, on pourrait voir ça comme on est des êtres incomplets, où il nous manque quelque chose et il faut aller quelque part. Et c'est d'une certaine façon oui, mais d'une façon non. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est une autre, on retourne un peu le regard au lieu d'essayer de s'agripper à quelque chose qu'on veut obtenir et saisir et tenir entre nos mains. On retourne le regard vers plus une forme de relâchement, quoi, de détente, de relâcher des choses qui sont là et qui sont de trop. Hmm, Et C'est le potentiel. oui, on a cet agrippement. Enfin, ouais, je ouais. français, Oui. voilà. Alors c'est ça, quand on relâche la saisie du soi, évidemment que ça nous libère. Parce que cette saisie du soi, c'est ce qui est capable de générer toutes les perturbations mentales. Il est dit dans un texte de Dharmakirti, en se saisissant du soi, on se saisit des autres.
en bifurquant du soi et des autres, en faisant cette bifurcation moi et les autres, toutes les perturbations mentales découlent de ça. Et en s'associant avec toutes ces perturbations mentales, la misère, la souffrance naît de ça. Donc quand on découvre la nature de notre conscience, on coupe à la racine la possibilité que les perturbations mentales ont de surgir dans notre esprit, et si on le coupe, alors on coupe le résultat qui est la souffrance aussi. Harry ? Il y avait Solène avant, il me semble. Ah, pardon, je vois pas dans l'ordre, je suis désolé. Solène. Merci Harry, mais en fait j'ai enlevé ma main juste à ce moment parce que je pense que c'est presque ce qui a été dit en fait. Je pensais que le fait d'avoir une vision juste nous permet de nous libérer de nos schémas dysfonctionnels complètement. Bon, après c'est un peu égoïste comme positionnement par rapport à quelqu'un qui a un Bouddha, mais du coup voilà, ça libère du cycle en fait, de répétition et potentiellement de réincarnation. Je sais pas si c'est le but, c'est Ouais. déjà fait en fait. Voilà. Harry ? Ouais, ça rejoint un peu ce que les autres ont dit. Ce qui pourrait nous motiver, c'est d'avoir accès à notre vraie nature, d'être vraiment nous. Ouais. Alors être vraiment nous, ça c'est une bonne question. Ça veut dire quoi être vraiment nous ? On voit souvent sur les réseaux sociaux, il faut que je suis pas assez moi-même. Il faut que je sois moi. J'ai pas été vraiment moi-même. Et je pense que c'est une manière. Parfois, ça doit servir. Parfois, ça peut servir. Peut-être parce que ce qu'on associe comme étant moi-même, c'est un certain groupe de valeurs, par exemple. Dans le boulot, là, je suis pas vraiment moi-même. Ce qu'on associe comme étant nous-mêmes, c'est peut-être, des valeurs qui ont glissé entre nos doigts dans notre activité professionnelle et qu'on n'arrive pas à retrouver. Mais par contre, cette tendance à vouloir être soi, ça peut aussi porter une forme de saisie aussi. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin que de dire il faut se chercher soi, parce que se chercher soi, c'est quoi le soi qu'on cherche ? Alors, c'est pas parce qu'on parle de l'absence d'existence intrinsèque de la conscience comme étant la nature de Tathagata et que c'est une absence que ça n'a pas un énorme potentiel. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de la vacuité autrement que par une absence, par une négation, par se dire ce n'est pas ça. Parce que dès qu'on commence à nommer, dès qu'on commence à user une forme positive pour nommer la vacuité, alors on finit par user d'une conception et immédiatement on a une forme d'apparence d'existence intrinsèque. Sa sainteté le Dalai Lama, dans un livre sur l'essence de Bouddha, il dit que cette nature vide de l'esprit est au-delà des trois temps, du passé, du présent et du futur. Elle est au-delà des domaines de l'existence cyclique et au-delà du karma constructif et destructeur. Elle est ni vertueuse ni non vertueuse et elle peut servir de base à la fois au samsara et au nirvana. Elle est, et là c'est fin de la citation, elle est au-delà de toute élaboration conceptuelle. Donc le seul moyen qu'on a de la toucher, c'est d'y aller par une absence. Mais quand on vit cette expérience à travers la conscience directe, c'est au-delà des concepts. C'est au-delà du moi, c'est au-delà des autres, c'est au-delà des barrières et des limitations conceptuelles. Alors le problème de ça, c'est que parce que l'expérience de la vacuité de manière directe et non conceptuelle, il y a historiquement toutes sortes de pratiquants qui se disent « ouais, mais ça veut dire que tous les mots ne servent à rien, ça veut dire que toutes les méthodes qui utilisent des mots, ça ne sert à rien parce qu'au final, l'expérience de la vacuité, elle est non conceptuelle, elle est au-delà de ces mots. » Sauf que dans la tradition tibétaine, et particulièrement celle de Lama Tsongkhapa, il a mis l'emphase sur le fait que c'est ces mots pourtant qui conduisent dans la direction d'une expérience au-delà des mots.
au-delà des concepts. Le Bouddha disait, le doigt qui montre la lune n'est pas la lune. Mais il faut bien ce doigt qui montre pour conduire à cette expérience qui est au-delà des mots. Il faut bien des mots qui montrent pour avoir cette expérience au-delà des concepts. Et c'est pour ça que on développe déjà une réalisation de la vacuité de manière conceptuelle avant d'avoir une réalisation de la vacuité de manière non conceptuelle. Mais pourquoi ça doit nous inspirer, cette nature de Bouddha qui est la vacuité de notre esprit? Et là, je vais en parler peut-être un peu maladroitement, mais on a très souvent l'impression qu'il y a cette conscience qui connaît et l'univers autour de nous qui est intrinsèquement autre que notre conscience. Mais quand on réalise la vacuité de manière directe, il ne suffit pas de répéter les mots ma conscience est vide d'existence intrinsèque. Ça, ce n'est pas une réalisation de la vacuité. Ça, c'est juste des mots, mais le sens n'est pas vécu intérieurement. Quand on comprend exactement à travers le raisonnement et la méditation ce que veut dire la vacuité de la conscience, on comprend que l'agent qui fait l'expérience de l'univers autour de moi ne peut pas exister intrinsèquement de cet univers. L'univers phénoménal et la conscience existent comme coémergents l'un de l'autre. Et ça recèle d'une force immense, inouïe, c'est même au-delà des mots. C'est-à-dire que l'univers phénoménal autour de moi n'existe pas intrinsèquement différent de ma conscience. Et c'est dans cette illusion que nous sommes pris, et c'est ce qu'ont découvert les Bouddhas en disant non, l'impression que moi je viens cueillir la réalité autour de moi, qu'elle est complètement extérieure à ma conscience, ça c'est impossible. Et comment on fait pour le découvrir, ça? Comment on fait pour le réaliser? On peut le faire, il y a plein de méthodes, mais l'une d'elles, c'est de se dire, si la conscience, elle existait comme étant consciente par nature, et qu'elle n'avait pas besoin de l'univers phénoménal pour être consciente, ben ça sera un gros problème, ça. Parce que comment on peut dire qu'une conscience, elle est consciente intrinsèquement? Ça voudrait dire qu'elle est consciente, mais elle est consciente de rien, puisque elle est consciente par elle-même. Elle ne peut être consciente que parce qu'il y a un objet à la conscience. Si la conscience était consciente sans objet, il y aurait une conscience qui n'est consciente de rien, puisqu'elle n'aurait pas d'objet. C'est un peu technique, mais ça c'est vraiment la méditation sur la vacuité. C'est un peu technique, mais une fois qu'on médite, c'est assez simple dessus. L'inverse, c'est la bodhicitta. La bodhicitta, c'est assez simple, mais il faut méditer beaucoup. Chaque méditation a sa caractéristique. La vacuité, on étudie pas mal, il y a un peu de raisonnement, mais une fois que ça clique, après on arrive à se dire « Waouh !» La méditation est assez simple. Donc là, si la conscience, s'il y avait une caméra qui existe par elle-même et qui était consciente, ben si elle est consciente intrinsèquement, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin, elle ne dépend pas de quelque chose pour être consciente. Si elle ne dépend pas de quelque chose pour être consciente, ça voudrait dire qu'elle serait toujours consciente, mais sans être consciente de rien. Et ça, c'est hallucinant, parce que quand on découvre que la chose consciente, c'est-à-dire l'agent qui fait l'expérience de l'univers, qui est cette conscience qui entend la parole, qui voit les personnes en face de moi, cette conscience-là, qui est une forme très innée du soi finalement. Il y a certaines écoles philosophiques qui disent que le soi, c'est vraiment cette conscience-là. Eh bien, cette conscience, elle n'existe pas intrinsèquement différente de l'univers phénoménal autour. C'est-à-dire que quand on découvre la vacuité de la conscience, on ouvre une perspective qui est au-delà de toute limite. Et si on découvre
que la conscience peut avoir ce potentiel au-delà de toute élaboration, de tout concept, de toute limite, du passé, du présent, du futur, du bon, du mal, du samsara, du nirvana, on comprend qu'il est possible d'atteindre l'omniscience. On comprend la position qui dit qu'il est possible de connaître l'univers tout entier et de tout ce qui peut devenir, de tout ce qui a jamais été. Ce qui est capable de faire un Bouddha. C'est pas que le Bouddha, sa conscience, elle va se déplacer là, elle ne peut pas être à deux mêmes endroits. C'est comme si on avait une caméra. Avec une caméra, si on a l'impression que la conscience est identique à une caméra, c'est qu'on oublie la nature même de la conscience. C'est pas une caméra qui vient filmer ça, qui prend une photo et qui tout à coup on demande à cette caméra de filmer deux choses en même temps. Ah non, mais c'est pas possible. Attends, je dois parcourir une distance. Mais l'univers n'est pas organisé de cette manière-là. C'est que l'idée même d'une caméra intrinsèque qu'il faille déplacer pour aller connaître quelque chose, c'est le résultat d'une limitation innée qu'on porte en nous depuis des vies sans commencement. Et quand on découvre la nature de la conscience, on découvre qu'il n'y a pas besoin de se déplacer nulle part pour connaître. Parce que la nature de la conscience même est vide d'existence intrinsèque, ce qui implicitement indique quelque chose d'immensément vaste. Et là, je ne peux pas en dire plus parce que c'est quoi que je dise, ce serait une limite. C'est pour ça que Sainte Sainteté dit cette nature vide de l'esprit est au-delà des trois temps, passé, présent, futur, au-delà du domaine de l'existence cyclique et au-delà du karma constructif et destructeur, ni vertueux, ni non vertueux, il peut servir de base à la fois du samsara et au nirvana. Donc c'est beaucoup plus encourageant que de simplement dire on arrive dans une pièce et on découvre qu'une personne n'est pas là. Non, c'est la nature même du tissu de la réalité qui est déconstruit pour ouvrir à une perspective qui est incommensurable et qui permet de comprendre la possibilité de l'omniscience. Et la possibilité d'un bonheur infini. Parce qu'on ne peut pas à la fois connaître la nature de la réalité et générer de la souffrance. Plus on connaît la nature de la réalité, plus on génère du bonheur. Et c'est en ça qu'on peut dire que le bonheur est dans la nature profonde de notre esprit. Parce que plus on réalise les choses comme elles sont, plus on déconstruit la souffrance. Si bien que ni la souffrance ni les perturbations mentales ne sont vraiment dans la nature de l'esprit. Parce que plus on comprend les choses comme elles sont vraiment, plus on se met en marche de se diriger vers le bonheur infini, qui est ce bonheur rencontré par un Bouddha. Oui, Capucine. J'ai cru comprendre que tu as dit le fait que l'esprit soit vide d'existence intrinsèque, ça fait qu'il est illimité, qu'on ne peut pas mettre des limites ordinaires, en gros. Je paraphrase un peu, mais tu as dit quelque chose comme ça. Oui. Mais mon stylo, il est vide d'existence intrinsèque, mais il n'est pas pour autant illimité dans le temps et l'espace. Ouais, mais illimité. Condition au fait d'être illimité. Je suis d'accord que c'est illimité, mais je ne comprends pas le lien avec la vacuité. En quoi le fait d'insister sur le fait que c'est vide d'existence intrinsèque implique cette vastitude? Parce que tout est vide d'existence intrinsèque, mais tout n'est pas illimité dans le temps et l'espace. Oui. Ouais, mais il n'y a pas de lien entre le stylo et... le stylo n'est pas conscient. Oui, je suis d'accord. Alors, quand je dis illimité, c'est une réduction du langage. Il ne faut pas le prendre au premier degré parce que ce serait erroné. On peut raisonner de la vacuité que de manière négative. Bon, illimité, c'est non limité. Mais c'est non... le stylo n'est pas un agent.
Le stylo ne va pas réaliser qu'il est vide d'existence intrinsèque et qu'il est connecté à l'encre et connecté au papier, par exemple. Il faut être un agent pour découvrir que entre la conscience et le monde phénoménal, les deux sont coémergents l'un de l'autre. Mais c'est le fait que la conscience réalise la vacuité d'elle-même qui ouvre, mais c'est pas la vacuité en elle-même qui ouvre, parce que sinon ça voudrait dire que tout ce qui est vide Non. est ouvert. Ce qui sert d'antidote au samsara, ce n'est pas la vacuité elle-même. C'est la réalisation de la vacuité. Et pour avoir la réalisation, il faut être conscient, il faut avoir une conscience. Il faut être un être sentient. Et ce n'est pas la vacuité du stylo qui nous fait comprendre notre nature de Bouddha, c'est la vacuité de notre esprit. Il y a les vacuités, chaque phénomène est vide d'existence intrinsèque, mais ce n'est pas en réalisant le vide d'existence intrinsèque de ce mug que tu vas réaliser que tu vas devenir un Bouddha. Il faut que ce soit quelque chose de personnel. Et ce qui est personnel, c'est que ta conscience. La vacuité de ta conscience est indissociable de la vacuité de la conscience d'un Bouddha. Et ça sert dans le tantra parce qu'on se dit, waouh, la nature ultime de mon esprit n'est pas différente de la nature ultime d'un Bouddha. Alors c'est sûr que ma nature ultime, elle est conjointe avec des perturbations mentales, mais ma nature ultime n'est pas différente de la nature ultime d'un Bouddha. La vacuité de mon esprit n'est pas différente de la vacuité d'un esprit d'un Bouddha. Et on ne parle pas juste du vide de l'esprit, on parle de la nature ultime. Quand on va vraiment chercher qu'est-ce que la conscience, on tombe là-dessus. On tombe sur le fait que la conscience et l'univers phénoménal existent comme deux choses coémergentes. La nature de ma conscience est vide parce que pour être conscient, j'ai besoin d'avoir des objets. Ok. Oui, Harry? Ou Annie, je ne sais plus qui a levé la main en premier. Il y a Catherine, je pense qu'elle était en premier. Catherine? Oui, merci. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Tu vois, on s'auto-régule. Ma question est assez proche de celle de Capucine. Elle est juste un tout petit peu... je peux la formuler juste un peu différemment. C'est effectivement comment tu passes de ma conscience et l'univers phénoménal sont coémergents, d'accord? Ça, jusque-là, je te suis. Enfin, à peu près. Comment tu passes de ça à, du coup, ma conscience n'a pas besoin de se déplacer. Là, il y a un truc que j'ai loupé. Je ne comprends pas comment tu passes de ça à ma conscience n'est pas une caméra qui se focalise sur un objet puis un autre. Ça, je suis d'accord. Je comprends l'idée, mais j'arrive pas à faire le lien. Ok, donc là, le fait que ma conscience et l'univers soient coémergents, c'est la nature ultime de la réalité. Le fait que ma conscience ne soit pas comme une caméra qui va d'un objet à un autre, c'est la nature conventionnelle de l'esprit. Et la nature conventionnelle de l'esprit, c'est que le fait que l'esprit ne soit pas matériel. C'est-à-dire que mon esprit, en fait, ne se dirige pas... Mon corps, lui, se voyage. Mais quand on comprend que l'esprit lui-même est immatériel, on comprend qu'on puisse être conscient de tout et ça sert aussi à expliquer, et ça c'est du domaine conventionnel, on n'est pas dans l'ultime là, c'est aussi pour expliquer comment on peut avoir accès à la clairvoyance, à avoir une conscience de la conscience des autres, par exemple, la conscience des autres. Comment on peut avoir la clairaudience, être conscient des sons qui sont très très loin. Quand on développe le calme mental, on peut avoir accès à ces facultés extra-normales. Eh bien, le moyen de l'expliquer, c'est parce que la nature de la conscience n'est pas locale. Il est non local. Et ça, je vais enseigner sur au-delà de la raison au mois de mars, pour parler justement des phénomènes extra-normaux dans le bouddhisme, parce que c'est vraiment super important, ça nous aide à comprendre exactement qu'est-ce que la conscience.
Donc en fait, ce n'est pas vraiment sur le même plan que ces deux choses s'articulent, et je les ai un peu confondues, mais c'est pour essayer de vous donner cette impression de l'immensité, en fait. C'est parce que l'esprit est vide qu'on peut être conscient de tout, qu'on peut être omniscient. Parce que si c'était une petite caméra intrinsèque, qu'il faille déplacer pour voir toutes les choses, il faudrait se déplacer pour chacune des choses qu'on voit. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Je vais peut-être avancer un tout petit peu, qu'on ait le temps quand même de méditer. Peut-être que je reviendrai auprès de vous pour de nouvelles questions. Et la méditation sur la nature conventionnelle de l'esprit, sur sa nature ultime, c'est quoi? C'est le Mahamudra. Donc le Mahamudra, c'est vraiment ce qui aide sans doute à méditer sur la nature de Bouddha. Donc, on va commencer par la lignée de développement. Comment on peut se dire que nos qualités vont devenir celles d'un Bouddha? Alors, la méditation qu'on va faire suffit sans doute pas pour avoir une certitude. C'est comme quand on fait une recette, quand on fait une tarte, il ne faut pas juste de la farine. C'est un assemblement de causes, de méditations qui vont finir par chacune apporter un petit élément pour construire graduellement dans notre esprit la certitude qu'il y a quelque chose en moi, impermanent, qui peut se transformer dans la nature de Bouddha. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un Bouddha, être conscient de la loi du karma qui est que mes actions constructives sont capables de produire du bonheur à l'avenir, d'être conscient qu'il y a des renaissances, parce que si je ne suis pas conscient qu'il y a des renaissances ou que si j'en doute à un point que je pense qu'elles n'existent pas, bah la mort c'est fini quoi. Remboursé, il n'y a plus rien à voir, là c'est fini, le cerveau... Ok, le cerveau, si je suis ma conscience, le cerveau finit de fonctionner, électrocéphalogramme plat, ok, Bouddha, pas possible. Donc évidemment que l'ouverture de l'esprit, la curiosité à la possibilité qu'il existe des existences futures, c'est presque indispensable. Mais ce n'est pas l'interrupteur, c'est quelque chose qui se fait par étapes. On commence par se dire peut-être c'est possible. Mais ce peut-être que c'est possible, si on le prend dans la méditation sur la lignée de développement, et si on médite sur la nature de Bouddha en regardant notre esprit, comme on va le faire maintenant, et en se disant peut-être que je vais renaître, peut-être que je suis poussé par le karma, peut-être que je peux devenir un Bouddha. Et simplement le peut-être peut avoir une répercussion gigantesque sur notre avenir. Simplement se dire peut-être que je peux devenir un Bouddha. En termes karmiques, l'empreinte là laissée sur notre conscience, elle est gigantesque. Peut-être que je peux sortir du samsara, peut-être que je peux mettre fin à la souffrance, peut-être que je peux avoir cette omniscience. Juste ce doute est capable de complètement ébranler nos convictions sur cette manière étriquée et ordinaire qu'on a de percevoir, nous, les autres et l'univers phénoménal autour de nous. Et après, on a le doute, et puis après, on commence à avoir vraiment la conviction. Et puis après, on commence à à articuler les raisons et réaliser de manière conceptuelle. Et puis après, on développe le calme mental et on réalise de manière directe. Et puis petit à petit, on se dirige vers la bouddhéité. Mais simplement un doute, c'est déjà pas mal. Simplement la curiosité même, c'est déjà pas mal. Donc, la possibilité des existences futures, le karma, savoir ce que c'est qu'un Bouddha. Et quand on a ces trois éléments, il y en a peut-être d'autres, ce n'est pas une liste exhaustive, parce que sans doute il faut un peu de calme mental. Mais si on a un tout petit peu de ces quelques facteurs, et qu'on observe notre esprit, et qu'on voit le passage dans notre esprit des perturbations mentales, et qu'on arrive à percevoir dans notre esprit l'absence de ces perturbations mentales, on commence à se dire « Waouh,
Il y a un moi sans perturbation mentale. Il y a une conscience qui existe sans perturbation mentale. Et on voit ses qualités dans l'esprit. Et on se dit, waouh, peut-être que ça, ce pas, ce mouvement en avant est lui-même capable, par accumulation, de devenir la cause à la bouddhéité. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant observer simplement la présence de nos pensées et se défusionner de moi qui suis mes perturbations mentales, qui suis ma colère, qui suis mes habitudes. Parce que si c'était vraiment le cas, alors il faudrait qu'elle soit là sans arrêt si j'étais en colère. C'est un super outil, ça, dans la méditation, de savoir observer l'absence des choses sur lesquelles on s'identifie. Savoir reconnaître en nous, ben voilà, je m'identifie comme étant paresseux, je m'endors tout le temps, ben, d'observer pendant quelques secondes la présence d'une clarté d'esprit qui est contraire à l'endormissement. Moi, je suis toujours, je doute de tout. Ben, peut-être qu'il y a une seconde où ben, on ne va pas douter. Et quand on reconnaît ces choses de manière répétée, on défusionne l'esprit et on rouvre à nouveau, ou à nouveau, pour la première fois peut-être, la possibilité que ces choses-là puissent se développer, ces facteurs constructifs, jusqu'à atteindre l'éveil. Ok. Donc là, cette méditation va se souvenir des pensées qu'on a. On peut établir une certaine conscience du corps, comme ça nous sert de support, d'encre, pour pas qu'on dérive trop dans nos pensées, être à minima conscient du corps, et en périphérie, se souvenir des pensées qu'on a. Et on est toujours conscient de quelque chose, même quand on s'endort, même quand on est dans le coma, on est toujours conscient de quelque chose, même à minima. La conscience fonctionne sans arrêt. Et dans la conscience viennent s'inviter des perturbations mentales, des choses constructives. Mais ces perturbations mentales ne restent jamais tout le temps. Elles vont, elles viennent. Et il y a des moments où elles ne sont pas là. Il y a des moments où il n'y a pas de doute, il n'y a pas de saisie, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de colère, de jalousie. Il y a cet esprit totalement pur, clair et connaissant. Et par répétition, on est invité à le reconnaître petit à petit, en se servant de la qualité de notre attention, de la stabilité et de la clarté, cultivée dans la méditation de calme mental qu'on a fait. Plus on a de calme, de stabilité et de clarté, plus on va le reconnaître ça, et plus ça va vibrer en nous. Reconnaître l'absence, quand c'est le cas, des perturbations mentales.
il est dit que les perturbations mentales ne sont pas intrinsèques à la conscience, elles sont adventices. Adventices, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans la nature, elles vont, elles viennent, simplement. Mais la nature de la conscience, elle, demeure claire et connaissante. Simplement claire et connaissante. Si vous avez du mal, vous pouvez commencer simplement par une perturbation mentale sur laquelle vous vous identifiez souvent. Peut-être la colère, l'attachement sensuel au corps, à la nourriture, à la renommée, à l'écoute des paroles, comment c'est les paroles, la louange, les louanges, ce qui est une forme de préoccupation mondaine. Choisissez celle-là et puis essayez de reconnaître la présence et l'absence de cette perturbation mentale. La nature de ma conscience n'est pas d'être en colère. Ou d'être avide même. Ou d'être ignorante même. Parce que ces trois facteurs, que sont les trois poisons, ne sont pas toujours là. Et en le reconnaissant, je permets l'appréhension de ce que c'est que vraiment que la conscience et l'ouverture de la possibilité que je puisse développer à l'infini, à l'inverse, les qualités. Parce que reconnaître la nature de la conscience, c'est une qualité, c'est quelque chose de bénéfique pour l'esprit. Poursuivons, essayons de reconnaître l'absence, la présence d'une perturbation mentale en particulier. Je vous invite, si vous le souhaitez, à le faire de manière répétée pendant plusieurs jours.
c'est peut-être difficile pour nous d'apprécier que cette méditation puisse être proche de la méditation sur la nature de Bouddha, mais quand on observe avec beaucoup de clarté et de stabilité la conscience libre des perturbations mentales, on découvre la nature profonde de la conscience. Et à ce moment-là, assez naturellement, on comprend le potentiel, on comprend qu'il est possible de développer ces facteurs positifs qui, eux, sont concordants avec la réalité. C'est beaucoup plus facile que quand on est fusionné à ses propres habitudes, à ses propres perturbations mentales, qu'on a l'impression qu'elles existent tout le temps. Et même si j'aime vraiment pas ce mot, mais à défaut d'avoir trouvé un meilleur, je l'emploie, ça opère comme une profonde purification de l'esprit. Cette reconnaissance-là. Parce que c'est une perturbation mentale de s'identifier et de se fusionner à ces perturbations mentales. Ok, on peut poursuivre un petit peu. Très bien, on va pouvoir arrêter cette exploration.
Donc ça, ce qu'on fait là, c'est une des étapes. Après, une fois on voit que la nature de la conscience, elle est claire et connaissante, et qu'on observe plutôt nos qualités, ben là on peut se dire, waouh, mais si cette qualité-là, peut-être que son potentiel, c'est de devenir une qualité encore plus forte. Et ça présuppose une compréhension forte du karma, ce qui est l'accroissement des choses, l'accroissement des facteurs positifs, que quand on observe en nous la générosité, la bienveillance, comme si on regarde un pas dans une randonnée qui fait 5 heures, qu'on regarde ce premier pas, qu'on se dit là le potentiel de cette superbe journée dans la nature, on regarde cette émergence en nous de ce qui est constructif, de la bienveillance, de la compréhension de la vacuité, etc. Et on se dit, waouh, là-dedans il y a le potentiel de quelque chose de très vaste, de beaucoup plus grand. Et on poursuit la ligne, on essaie d'ouvrir la ligne jusqu'à la destination finale de la bouddhéité. Et comme je vous disais au tout départ, de savoir que dans un pas, il y a toute une randonnée, comme de savoir que dans une graine, il y a un arbre, comme de savoir que dans un moment de conscience bénéfique aux autres et à soi, il y a la possibilité de l'éveil, ça renforce le pouvoir de ce qu'on fait dans le présent. C'est un facteur qui vient renforcer l'empreinte laissée sur notre conscience. Pour venir contrer l'idée, ouais, mais c'est qu'un tout petit truc, bon, ça ne sert pas à grand chose, de toute façon, je ne suis pas très compassionnel, j'ai pas d'amour pour les autres. Parce que ça vient complètement diminuer la portée des choses positives qu'on cultive. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Ok. Donc la deuxième partie de la méditation, mais ça, là vous avez juste la structure. On ne peut pas s'imaginer qu'en 20 minutes comme ça, tout à coup, on ait une explosion intérieure en se disant « Waouh ! Je vais devenir un Bouddha, peut-être ». Mais c'est vraiment quelque chose qui est un objet de méditation, et méditation, c'est la répétition, 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 répétition. Il faut le faire encore et encore. Et moi, je sais que personnellement, ce départ-là, de se dire, moi qui m'associe très souvent à mon attachement, par exemple, je pratique souvent ça. Parce que plus on a l'impression qu'on est attaché, moins on met en œuvre les moyens pour se détacher. Et dans les 4 pouvoirs d'opposition, si certains ont eu ces enseignements déjà, il y a le pouvoir du regret, mais il y a le pouvoir de l'antidote. Et l'antidote, c'est de se dire, ben voilà, si je médite sur la vacuité de mon esprit, je purifie les empreintes laissées par cet attachement jusqu'au moment où j'ai l'impression que j'en suis complètement libéré. Et c'est assez proche de cette appréhension qu'on a de se dire, j'ai pas du tout d'attachement dans mon esprit là. Et quand on s'identifie à nouveau à cette absence d'attachement, ça sert d'antidote à l'attachement. Je n'ai pas d'attachement. C'est comme quand on se dit, ben, ça y est, j'ai arrêté de fumer. On s'identifie en soi, ça y est, j'ai fini, c'est fini, j'ai fermé la porte, je ne reviendrai jamais à ça. Terminé. J'ai plus l'attachement. Bon, là, l'attachement, il va revenir, hein, c'est pas comme s'arrêter de fumer, c'est un peu plus coriace, mais en tout cas, ça sert d'antidote de se dire, waouh, j'ai pas d'attachement là. J'ai pas d'attachement. Oui, Annie. Tu as demandé tout à l'heure si on avait des questions. C'est pas proprement sur la méditation qu'on vient de faire, mais si tu permets que je revienne sur la coexistence de l'univers phénoménal et la conscience. Oui. Mais bien sûr, parce qu'on va en parler maintenant, c'est la deuxième partie de la... Oui,
dit, il n'y a pas de conscience sans phénomène. Il doit forcément y avoir une conscience qui interagit avec un phénomène, ou plusieurs phénomènes, peu importe. Oui, Ceci dit, les deux sont interactives, ou pas? oui, ils sont coémergents, mais quand je dis moi coémergent, c'est ma traduction pour dire production conditionnée ou surgissement, dépendance. Ça, c'est ce qu'on entend souvent, c'est des traductions différentes. Moi, j'aime bien coémergent parce que c'est simple. Alors, il n'existe d'objet que parce qu'il existe un sujet. Il n'existe de moi que parce qu'il existe autre que moi, un autre. Il n'existe de chaud que parce qu'il existe du froid. Le froid est coémergent du chaud, par exemple. Et ma conscience, qui est sujette, existe coémergente de l'objet de ma conscience. Ça ne fait pas de sens de dire qu'il y a un objet s'il n'y a pas de sujet de cet objet. Ça ne fait pas de sens de dire qu'il y a un sujet conscient s'il n'y a rien à être conscient. Donc les deux existent codépendants l'un de l'autre. Et ça, sur le papier, ça semble, bah ouais, ok, ça existe, mais quand on le connaît avec une conscience claire et stable, c'est puissant, oui, je ne sais pas quoi dire, c'est libérateur. Et puis c'est surtout que ça donne du pouvoir ça donne du pouvoir, mais au sens noble du terme. C'est pas que, oui, ça donne du pouvoir au moi, non, parce que même le moi, c'est un petit peu désintégré, là, pour retrouver sa vraie nature, qui est d'être vide d'existence intrinsèque, mais et c'est en ça que ça vient totalement alimenter la possibilité de développer dans son esprit la bodhicitta, par exemple. Ah, Annie est partie. Ah non, t'es en bas. Tu pars dans l'écran. C'est en ça que la compréhension de la vacuité vient nourrir la bodhicitta, et les deux se nourrissent l'un de l'autre. Parce que quand on comprend que l'existence de l'esprit, l'existence ultime de l'esprit est d'être vide d'existence intrinsèque, on s'ouvre à quelque chose de tellement immense que c'est nourri, et ça vient nourrir la compréhension de la bodhicitta. Parce qu'on comprend que l'éveil est possible. Et si l'éveil est possible, alors il est possible d'aider les êtres transmigrants. Ces deux viennent se nourrir l'un l'autre. On comprend l'articulation entre la bodhicitta et la sagesse réalisant la vacuité. Les deux se nourrissent l'un l'autre. Oui, Capucine ? Oui, c'est pas une question très claire ou formulée, mais... Non, mais je ne suis pas très clair non plus, donc ça devrait aller. Pendant la mudra là, qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait en gros? C'est le facteur mental de pleine conscience qui vient observer l'impermanence de nos pensées. Genre, le sujet d'observation, c'est l'impermanence de nos pensées, de nos émotions, de nos afflictions. Alors, le Mahamudra spécifiquement, il est destiné dans un premier temps à découvrir ce que c'est que la nature de l'esprit, d'être clair et connaissant. C'est ça le but. Mais nous, on brode un peu à partir de ça pour savoir que les perturbations mentales ne sont pas dans la nature de l'esprit. Mais c'est un peu le bonus implicite de cette méditation. Si on découvre la nature de l'esprit, ben oui, on voit en temps réel que les perturbations mentales ne sont pas intrinsèques à cette nature. Parce qu'elles vont, elles viennent. Ça fait partie de la méditation. Mais à partir de ça, de cette méditation-là, on analyse, on essaie de comprendre et de se dire, ok, si je vois cette nature comme ça, et si j'observe mes qualités, et que je peux observer mes qualités sans filtre, sans être dans l'erreur, alors ces qualités peuvent être dans la nature de l'esprit, ce qui n'est pas le cas
des perturbations mentales. Et après, on a juste à étendre avec notre compréhension du karma, des renaissances futures, pour se dire, ok, ben, ça veut dire que si je poursuis la ligne, peut-être que je comprends ce que ça veut dire que ces qualités vont devenir le corps impermanent d'un Bouddha. C'est un... Oui? C'est quoi les facteurs mentaux qui sont en jeu quand on fait ça? Alors les facteurs mentaux qui sont en jeu, c'est les facteurs mentaux déjà cognitifs de la pleine conscience, la concentration. Il faut une certaine vigilance aussi, et puis il y a une forme de sagesse aussi. Et juste pleine conscience et mindfulness? C'est pareil. Oui, c'est... Oui. Ouais. Et introspection, c'est... C'est une forme de sagesse, l'introspection. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions? Non? Ok. Donc on passe à la deuxième partie maintenant, la lignée qui demeure naturellement. Le but, c'est d'expérimenter ça, de goûter à l'absence d'existence intrinsèque de l'esprit. Et ça, il faut utiliser un petit peu de raisonnement. On y arrive par le raisonnement à ça. Nous, il faut déjà observer comment les choses nous apparaissent. On a l'impression que moi, je viens cueillir la réalité, que la réalité n'a rien à voir avec moi, que je suis simplement un spectateur complètement passif de cette réalité phénoménale autour de moi. C'est moi, l'univers phénoménal, et il faut observer à quel point on a cette impression-là d'être là, planté devant l'univers phénoménal et qu'on n'a aucune interaction avec lui. Et ça, on cède de l'observation qu'on a faite de la conscience dans la première partie de la méditation. On l'observe, ça, parce qu'on observe en temps réel la conscience, et on observe aussi la présence de cette saisie en disant « moi, ma conscience, l'univers, les autres ». Et après, on pose la question en se disant « mais est-ce que j'existe vraiment comme ça, comme complètement scellé dans une châsse en métal, comme un objet dans un musée complètement solidifié, cristallisé, moi, les autres, ma conscience, les objets de ma conscience. Parce que si c'était le cas, alors ma conscience, je pourrais la trouver, je pourrais méditer dessus et tout à coup la trouver consciente alors qu'elle est consciente de rien puisqu'elle est consciente par elle-même. Elle a besoin de rien pour être consciente parce qu'elle existe toute seule. Mais c'est impossible d'être conscient et d'être conscient de rien. Donc, cette chose très intime de la conscience, elle existe co-émergente de l'univers phénoménal autour de moi. D'ailleurs, le fait qu'on ait besoin d'un objet, c'est la raison qui prouve la vacuité de l'esprit. L'esprit est vide d'existence intrinsèque parce qu'il est co-émergent avec l'univers phénoménal. Quand on comprend ça, on peut dire compris la vacuité de l'esprit. Je répète, l'esprit est vide d'existence intrinsèque parce qu'il est co-émergent. L'esprit co-émergent parce que s'il existait de son propre côté, il n'aurait pas besoin d'objet. Le fait qu'il ait besoin d'objet, ça prouve qu'il n'existe pas de son propre côté. Ça, c'est le moyen de réaliser la vacuité le plus puissant possible. Ça s'appelle le roi du raisonnement, le roi des raisonnements. Ce mug n'existe pas de son propre côté parce qu'il est co-émergent
du potier, de celui de la terre qui a servi à faire ce mug. Il n'existe pas tout seul, il existe parce qu'il est produit par quelque chose. Le fait qu'il soit produit, ça prouve qu'il est vide d'existence intrinsèque. Et quand on fait ça sur l'esprit, on ouvre quelque chose, et là je ne peux pas continuer avec des mots, on découvre juste la vacuité de l'esprit, mais si on devait donner des mots qui sont que des imprécisions, je disais illimité, mais illimité c'est une imprécision aussi. Il y a parfois des enseignements, on dit, qu'on entend, où on a l'impression qu'on exprime la vacuité en termes positifs, en disant c'est ceci, c'est cela, mais il ne faut pas le prendre de manière littérale, parce que dès qu'on utilise des mots et du langage et des concepts, on n'est pas vraiment dans la vacuité. La vacuité, c'est une absence de quelque chose. Et quand on reconnaît ça, quand on reconnaît que la conscience est comme une goutte d'eau qui vient s'inscrire dans l'océan phénoménal, eh bien on découvre quelque chose de très vaste, d'au-delà des concepts, et on se dit « Waouh, ok, là il y a quelque chose qui peut m'indiquer qu'en effet l'omniscience et le bonheur infini sont possibles. » Et le simple fait d'ouvrir cette porte-là, alors, génère dans notre esprit une force pour, en effet, aller dans cette direction. C'est la proposition. À nous de voir si c'est vrai ou pas. À nous de voir si ça a du sens. Moi, je n'ai pas trouvé de problème à ça encore. Hein. Je cherche. Hein. Je cherche la faille, je cherche le bug, je cherche la pub mensongère et je n'ai pas encore trouvé. Hein. Je trouve que ça fait tellement sens. Tellement sens. Et ça, c'est l'antidote à toute forme de découragement. C'est vraiment le pouvoir qui va réveiller en nous la possibilité de développer la bodhicitta, l'amour infini, la compassion infinie pour tous les êtres et toute la force qui va être nécessaire pour se diriger vers l'éveil. C'est ce qui est capable de générer en nous la perfection de la patience, la tolérance de la souffrance, la tolérance des difficultés, la patience pour les êtres autour de nous, l'effort joyeux. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme joie que de savoir qu'on va atteindre l'éveil? Certainement, peut-être la joie de se dire qu'on va aider les êtres à atteindre l'éveil. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Il n'y a pas plus motivant. Et cet enseignement sur la nature du Bouddha, on le retrouve hyper souvent. Il y a, on appelle le Guru Yoga. Guru Yoga, pour ceux qui l'ignorent, c'est une pratique assez importante. Yoga, ça veut dire l'union, ça veut dire unir quelque chose. Yoga, c'était les jougs qu'on mettait sur les vaches dans l'Inde antique. C'est vraiment unir quelque chose. Et Guru Yoga, c'est s'unir au maître. Donc dans le Guru Yoga, on lit les textes et puis on dit « Ok, c'est normal ». Mais rendez-vous compte, il existe une pratique où on visualise toutes les qualités d'un Bouddha en face de nous. Et à la fin de la pratique, le Bouddha vient se dissoudre en nous. Et c'est ça l'union. C'est qu'à la fois on reconnaît toute la possibilité qu'un Bouddha a de nous conduire à l'éveil, mais à la fin, on demande au Bouddha de venir se dissoudre en nous et on visualise le maître spirituel, quel qu'il soit, ou un Bouddha, qui vient se dissoudre en nous et qui devient complètement inséparable de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne plus de pouvoir aux individus que ça ?
C'est pas le Bouddha qu'on vient prier en disant « Oui, Bouddha, aide-moi s'il te plaît ». On comprend que notre nature même est d'être indissociable de la nature même d'un Bouddha. Et on visualise ça comme « Ok, le Bouddha vient se dissoudre en nous, l'Amatsongkhapa vient se dissoudre en nous et devient inséparable de mon corps, de ma parole et de mon esprit. » Ça, c'est pas ordinaire comme... Et qu'est-ce qui peut donner plus de pouvoir à un individu? Et ce n'est pas un pouvoir orgueilleux, vaniteux, c'est un pouvoir possible, c'est le pouvoir de nous-mêmes atteindre la bouddhéité. C'est génial quand même, quand on y pense, c'est fou. Dire qu'on a des pratiques où on donne la possibilité aux êtres de se dire « Ok, le Bouddha s'absorbe en moi, en eux. » Et à la fin, on a l'impression qu'on est complètement indissociable du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. Parce que quand on fait ça, chaque vertu, chaque effort qu'on va faire va devenir beaucoup plus puissant à nous conduire en réalité vers ce résultat. Et c'est pas pareil que d'absorber Superman en nous. Parce qu'on ne peut pas le devenir Superman. Et c'est pas non plus pareil de se dire « je suis un Bouddha maintenant ». Parce que là, sinon, on va dans une institution après. Si on dit « je suis un Bouddha maintenant », c'est pas trop différent de se dire « je suis un Superman maintenant ». Non, on fait comme si on était Bouddha, mais on sait que c'est un comme si, ça ne veut pas dire exactement « je suis un Bouddha ». Vous voyez la différence ? En fait, en termes techniques, on prend notre éveil futur, c'est-à-dire notre éveil qui n'existe pas maintenant, et c'est là-dessus qu'on médite. Mais on médite maintenant, donc on a l'impression qu'on est proche de cet éveil. Mais on n'est pas non plus complètement dans l'illusion en se disant « je suis un Bouddha ». Mais on peut s'imaginer devenir un Bouddha. C'est différent de se dire « je m'imagine devenir un Bouddha » avec la certitude qu'on va le devenir et se dire « je suis un Bouddha maintenant ». Ça, c'est le problème, ça. Mais s'imaginer être un Bouddha, et c'est ce qu'on fait dans le Tantra, on s'imagine les activités du Bouddha, on s'imagine ce que ça va être. Ben ça accélère les progrès spirituels. C'est pour ça que dans le bouddhisme, le Guru Yoga est tellement considéré comme important, parce que ça vient rompre cette idée très ordinaire. Oui, Harry ? Oui, en fait, c'était un peu pour partager quelque chose plutôt. Surtout quand, tu l'as dit plusieurs fois, il n'y a pas de mots. En fait, et moi j'insiste vraiment sur ça parce que c'est vraiment l'absence de blabla dans la tête, en fin de compte, qui va faire qu'on va comprendre. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire par le tu sais, moi, tous les mots intrinsèques, vacuité, etc., même je vais chercher sur Internet la définition, mais moi, je suis passé par certaines expériences, en fin de compte. C'est pas sur les réseaux sociaux, en fin de compte, que quand je dis quelque chose, entre guillemets, je sais de quoi je parle. C'est vraiment des expériences après qui se sont imprégnées, en fin de compte, dans ma chair. Et sans le blabla, on comprend après, même si on revient dans la vie de tous les jours, on comprend qu'en effet, on peut. Il n'y a pas de doute. On peut être Bouddha, on peut être un brahman, on peut être le divin, on peut être la conscience. Même si on n'a pas atteint l'éveil en fin de compte. Et sans bouddhisme, ou sans yoga, ou sans rien, moi personnellement, je suis resté 3 heures, la toute première fois, 3 heures allongées, sans bouger. Je me suis dit, tiens, on va essayer, est-ce que ça marche? Ça marche vraiment. Concentration sur la respiration, ça rentre, ça sort. Ok, j'ai vu qu'il y avait du résultat. Maintenant, je prends moins de 3 heures. Mais c'est pour... peut-être pas la faveur pour les autres. C'est de toute façon, ce n'est que
sans blabla mental que tout ce que dit François, ça va prendre du sens. Alors, Mais comme ça, alors moi, je vais éclaircir parce que ce qui est important, c'est que oui, l'expérience elle-même est au-delà du concept. J'apporterai juste la nuance que dans le bouddhisme et même dans l'hindouisme, il y a énormément d'expériences qui sont au-delà de la conscience duelle et de la conscience conceptuelle, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes identiques. Ce n'est pas parce qu'elles sont au-delà du concept qu'elles sont toutes semblables. Et d'ailleurs, Lama Tsongkhapa était assez vigilant là-dessus, parce que certaines personnes qui avaient atteint le calme mental ne savaient pas faire la différence entre la réalisation de la vacuité et la conscience non duelle qu'elles avaient quand elles arrivaient à absorber leur esprit sur un objet. Et il leur disait non, 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 c'est pas parce que vous avez cette impression non duelle que c'est nécessairement la vacuité. Donc j'ajoute à ce que tu dis, pour apporter une variable, c'est que toute conscience non duelle et au-delà des mots n'est pas nécessairement la réalisation de la vacuité, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de renforcer, encore une fois, qu'il ne faut pas partir, et ce n'est pas ton cas bien entendu, mais il ne faut pas partir dans l'appréhension que c'est parce que c'est non conceptuel que les mots et le raisonnement ne vont pas me servir. Le mot et le raisonnement va conduire jusqu'au seuil au-delà duquel on va perdre ces mots, mais ces mots vont servir à nous emmener vraiment à la limite. Oui, de toute façon, les mots emmènent. C'est comme le Ouais. yoga, les asanas, les postures. Mm. On n'a pas forcément besoin de posture. Il y en a qui se réalisent sans posture. Mais ça aide. Oui, Les mots, ça aide. exactement. Le vrai bonheur, la compassion, etc. Mm. Mais on peut aussi vivre la compassion, vraiment aimer son ennemi. Aimer son ennemi, c'est difficile. Mais j'ai vécu une expérience où ouais, j'arrivais à me dire, bah, tiens, celle-là, j'ai eu un problème un jour avec elle. Un truc assez pesant, assez grave quand même. Je me dis, ah ouais, quand même, mais en fin de compte, il y avait une utilité. C'est pas pour rien, en fin de compte, et j'avais beaucoup d'amour pour lui, pour elle. Voilà. Mais ça ne fait que des mots, mais Ouais. après, Mais tu as raison, des expériences, mais, la compassion ne nécessite pas de mots. Mais alors, il faut être aussi prudent, parce que d'avoir des mots à l'intérieur de son esprit, c'est pas parce qu'on n'a pas de mots qu'on n'est pas conceptuel. D'ailleurs, comprendre ce que c'est que la conceptualité, c'est aussi pas non plus facile. C'est pas parce que j'ai pas de mots à l'intérieur de mon esprit que j'ai une conscience non conceptuelle. D'ailleurs, en réalité, shamatha, le calme mental, s'atteint avec une conscience conceptuelle, mais c'est quand même non duel. C'est difficile à saisir, mais il y a quand même une forme de conceptualité encore. C'est pas une conscience non conceptuelle. Bref, je vais juste continuer. Est-ce que vous avez, Catherine, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, mais il y a Solène d'abord. Ah bon, d'accord. Pardon, je vois dans le... Oui, merci. Moi, à l'inverse, j'ai une question plutôt théorique. Il me semble que tu as dit que l'esprit a besoin d'un objet. Comment est-ce que ça se prouve, en fait? Alors ça se prouve par l'absurde. C'est-à-dire, première étape, il faut déjà avoir reconnu qu'est-ce que ça veut dire d'être de quelque chose existant de manière intrinsèque. Et il faut avoir reconnu que c'est exactement la manière dont on se perçoit et dont on perçoit les choses sous le coup des perturbations mentales. Cette personne, elle est bête par nature. Je suis existant par nature. Cette chose pour laquelle j'ai beaucoup d'attachement, je projette qu'elle existe de son propre côté. Donc ça, il faut l'observer en nous. Dans la méditation sur la vacuité, c'est ce qu'on appelle observer l'objet de négation. C'est ce sur quoi on va essayer de raisonner ensuite pour savoir si ça existe vraiment. Est-ce que je suis dans la réalité là-dessus? Première étape. La deuxième étape, c'est de se dire, voilà, cette chose-là, si elle existe de son propre côté, ça contredit qu'elle ait besoin de quelque chose. Parce que si elle existe toute seule, elle ne peut pas exister avec quelque chose. C'est de prendre conscience que ces deux sont antinomiques, sont irréconciliables.
Maintenant, si la conscience existait toute seule, ben elle existait toute seule. Si la conscience existe toute seule, elle a besoin de rien. Et là, on raisonne par l'absurde. Si elle a besoin de rien, elle n'a pas besoin d'objet pour être consciente. Maintenant, on se dit, ok, l'absurde de ça, c'est si on a une conscience qui est consciente de rien, comment on peut dire qu'elle est consciente? Une conscience ne peut être consciente que si elle est consciente de quelque chose. Elle a besoin de la conscience, de l'objet pour être consciente. Et ça, il faut le répéter. Il faut le répéter pour déjouer nos propres doutes et pour s'apercevoir que le raisonnement, il est valide. Parce que comme ça, quand on l'entend, on peut trouver plein de failles. Mais quand on va vraiment point par point, en comprenant par expérience ce que ça veut dire, on voit que le raisonnement, il est valide. Donc ça, c'est un problème de répétition. Si on a des doutes, c'est peut-être un problème de compréhension de la technique, mais c'est aussi peut-être un problème de répétition. Il faut le répéter encore et encore et encore. Et c'est un problème, enfin c'est pas un problème, c'est le développement naturel de la réalisation de la vacuité se fait en écoutant ses propres doutes, en ayant des doutes, en apprenant, en comprenant, en étudiant des textes. C'est un entraînement. Catherine, tu avais une question? Oui, c'est une question tout à fait concrète. Au début de l'enseignement ce matin, tu as cité un sutra. Oui. Je ne suis pas déjà sûre de l'avoir bien écrit. Et est-ce que tu pourrais m'indiquer, tu sais, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait sur le site que tu m'avais indiqué. J'ai commencé à afficher un peu l'organisation. Est-ce que tu peux m'indiquer comment je peux le trouver, s'il te plaît? Le Dona Sutra, je crois. Dona, D-O-N-A. D-O. Dona Sutta. Oui, S-U-T-A. Oui. Et est-ce que tu peux me donner comment je peux le trouver dans la classification? Alors, tu tapes Dona Sutta sur Dona Sutta français sur Google et tu devrais le trouver. D'accord. Et c'est une des parties du texte dit: j'ai détruit ces souillures par lesquelles j'aurais pu renaître en tant que Deva, Dieu, en tant que Gandharva, voyageant à travers le ciel, par lequel j'aurais pu atteindre l'état de Yaksha, qui est un autre type de divinité, ou revenir à l'état humain. J'ai dissipé et coupé ces souillures, de même qu'un joli lotus blanc n'est pas souillé par l'eau, je ne suis pas souillé par le monde, donc, ô Brahman, je suis éveillé. Dona Sutta. Merci. Donc la première partie de la méditation aurait été... Là, je vois qu'on court un peu après, enfin, c'est pas qu'on court, c'est qu'on manque un peu de temps. La deuxième partie, c'est la méditation sur la vacuité. C'est exactement de faire les étapes que j'ai mentionnées là, après la question de Solène. C'est de passer du temps peut-être à regarder la nature et de percevoir à quel point j'ai l'impression d'être l'agent par opposition au monde phénoménal. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que j'existe. Que je viens cueillir l'univers phénoménal autour de moi, que je viens en être spectateur, passif. Et ça, une fois qu'on le découvre, en fait, on découvre l'ignorance, on découvre ce qu'on projette d'être la manière d'exister des choses. Et là, on va se dire, ok, est-ce que j'existe comme ça? Est-ce qu'il peut y avoir une conscience qui existe par elle-même? Qu'est-ce que ce serait une conscience qui existait par elle-même? Comme je l'ai observé peut-être à multiples reprises dans la première partie de la méditation. C'est quelque chose qui a besoin de rien, qui est là, qui est trouvé. Je l'ai trouvé. C'est ça,
Mais en fait, on ne l'a pas vraiment trouvé. On est resté à un niveau très superficiel. Et en réalité, le niveau de l'ignorance, quand on va creuser au-delà de ça, pour voir si elle existe, comme elle apparaît, cette conscience, eh bien, on découvre par raisonnement, si elle était consciente intrinsèquement. Si un moteur existe par lui-même et tourne par lui-même, il n'y a pas besoin de. Si c'est un moteur perpétuel, il n'y a pas besoin de mettre de carburant, vous êtes d'accord? Si la conscience existe par elle-même, il n'y a pas besoin d'objet, elle est consciente naturellement. Mais ça ne fait plus aucun sens de dire qu'on est conscient si on est conscient de rien. Ça veut dire que tout pourrait être conscient. Une carotte pourrait être consciente, un caillou pourrait être conscient, puisque pour être conscient, il n'y a pas besoin d'être conscient de quelque chose. Si la conscience existait par elle-même, qu'est-ce que ce serait? Comment ce serait? La conscience est cette subjectivité de faire des expériences, de connaître, de s'engager, d'avoir des émotions. Alors ça, c'est une des méthodes que j'ai de vous présenter la vacuité, mais si la vacuité existait de manière intrinsèque, il n'y aurait pas un renouvellement d'émotions dans notre esprit. Parce que ce serait intrinsèquement, elle serait ceci. Il n'y aurait pas la possibilité de se développer, il n'y aurait pas des émotions qui vont, qui viennent. Il n'y aurait pas la possibilité de devenir plus patient, il n'y aurait pas la possibilité de devenir plus calme, puisque la conscience, elle serait intrinsèquement cette chose. Une chose intrinsèque ne peut pas être causée. Parce que pour être causée, il faut qu'elle dépende d'une cause. Et une chose intrinsèque ne peut pas offrir un résultat parce qu'elle est intrinsèquement existante, elle ne fonctionne pas. Une chose intrinsèque ne peut pas être impermanente, ne peut pas être non statique. Donc si l'esprit était intrinsèque, on n'aurait pas d'émotion. On n'aurait pas de colère, on n'aurait pas un renouvellement d'émotions, on ne verrait pas de changement. Ça, c'est une autre méthode. Moi, personnellement, j'aime bien. Comment ? On serait figé totalement. Et déjà, si la conscience existait de manière intrinsèque, on ne pourrait pas être conscient du drapeau si je tourne ma tête à droite et de ça si je tourne ma tête à gauche, puisqu'intrinsèquement, elle existerait, elle ne serait pas consciente de choses différentes puisqu'elle serait consciente intrinsèquement. On va devoir terminer là-dessus. Ça vaut la peine vraiment d'investir un petit peu d'énergie, de temps, de développer un peu le calme mental et de temps en temps s'attarder un peu à ça. De réveiller la lignée Mahayana en nous. Parce que le bienfait de méditer là-dessus nous permet de développer la bodhicitta. Parce qu'on sait que c'est possible d'atteindre l'éveil. Et je pense que, encore une fois, il n'y a rien qui donne plus de pouvoir, de responsabilité aux individus que de savoir qu'on peut et qu'on va devenir un Bouddha. Et qui peut nous permettre de générer la compassion pour les autres, que de savoir que eux, les autres aussi, vont tous devenir des Bouddhas. C'est donc terminé, mes chers amis.